Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madési. Veuillez vous abonner et laisser un like, ça signifie énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous et détendez-vous, on plonge dans l'histoire. Le couloir de l'hôpital résonnait du rythme familier des pas pressés et des bips des moniteurs alors qu'Elena Okafor retirait ses gants et les jetait dans la poubelle à déchets biologiques. Son dos était endolori et ses paupières papillonnaient de fatigue après un quart de travail éreintant de 12 heures. Elle vérifia son téléphone pour les messages, un seul de Marcus. Ce soir, 19 heures, mais une jolie robe, c'est important. Un petit sourire perça sa fatigue. Enfin, le moment qu'ils attendaient tous les deux, sa promotion. Ils avaient tellement sacrifié ensemble, des rendez-vous manqués, des fonds empruntés, des nuits d'études et de soutien. Elle l'imaginait souriant dans un costume sur mesure, prêt à célébrer son nouveau poste à la banque. Alors qu'elle entrait dans leur modeste appartement, ses jambes tremblaient. Une invitation dorée sur la table de la salle à manger attira son attention. Un carton épais disait « Célébration de Marcus Benson, célébration privée ce soir, code vestimentaire formel ». Elle laissa échapper un rire fatigué. « Il a vraiment mis le paquet », murmura-t-elle, en jetant son sac sur le côté. Elena fixa son reflet dans le miroir en réappliquant son gloss. Ses yeux semblaient creusés, mais son cœur était plein. « On a réussi, mon amour », se chuchota-t-elle. Elle choisit la robe bleu marine que Marcus avait un jour dit mettre en valeur sa force. Il disait souvent qu'elle ressemblait à une reine dedans. Alors qu'elle enroulait ses tresses en un chignon bas et glissait dans ses talons, ses pensées dérivèrent vers les années qu'ils avaient construites ensemble. Elle avait payé leur loyer plus de fois qu'elle ne pouvait le compter, financé ses cours de préparation aux examens, et même reporté son propre rêve de devenir infirmière praticienne juste pour aider à stabiliser leur vie commune. Ce soir allait être la preuve que tous ces sacrifices en valaient la peine. Le chauffeur Uber complimenta sa robe sur le chemin du lieu, et elle répondit avec un sourire nerveux. « C'est une grande soirée, dit-elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce serait la nuit où sa réalité s'effondrerait. Que derrière la célébration et les verres qui s'entrechoquaient l'attendait une trahison trop grande pour son cœur fatigué. En s'approchant de la grande entrée, un étrange frisson la traversa malgré l'air doux du soir. Elle se secoua, serrant plus fort sa petite pochette. Juste la nervosité, se dit-elle. Ce soir va être magnifique. Au moment où Elena sortit de la voiture, son souffle se coupa à la vue du lieu. L'imposante structure scintillait sous de douces lumières du soir comme un palais sorti d'un rêve. Elle pencha légèrement la tête. Marcus n'avait jamais mentionné que l'événement avait lieu au prestigieux Horizon Crest Banquet Hall, un endroit où les élites politiques et les hauts dirigeants organisaient leur mariage ou leur fête de départ à la retraite. Le portier, vêtu d'un uniforme brodé rouge, ouvrit la porte vitrée avec une révérence. Elena le remercia discrètement, entrant dans un grand foyer baigné d'or et d'ivoire. Des lustres en cristal flottaient comme des nuages au-dessus de sols en marbre, et un quatuor à cordes jouait doucement au loin. Ses talons claquaient rythmiquement alors qu'elle s'enfonçait à l'intérieur, ses yeux balayant les invités inconnus. Elle n'aperçut aucun des collègues de Marcus ni aucun ami mutuel avec qui il passait habituellement du temps, juste des inconnus élégants dans des robes scintillantes et des costumes sur mesure, se mêlant et sirotant du champagne comme s'ils avaient répété leur élégance. Un pincement de malaise s'agita dans sa poitrine. « Excusez-moi », dit-elle à un serveur qui passait, portant un plateau de flûte. « C'est la fête de Marcus Benson ?» Le serveur sourit, poli mais distrait. « Oui, madame. Suivez simplement la musique. » Tout le monde se rassemble dans la salle de bal en bois de rose. Elena le remercia, sa voix incertaine. En suivant le son doux des violons à travers un long couloir, elle remarqua des cartes de noms dorés placées à l'entrée d'une immense salle. Ses doigts effleurèrent une avec les initiales S et M. Cela lui sembla étrange. Le nom de famille de Marcus ne commençait pas par S. Elle écarta l'idée, pensant que c'était peut-être un co-organisateur ou une erreur. À l'intérieur, une immense arche florale se dressait au-dessus d'une allée blanche. « Fête de promotion ?» se chuchota-t-elle. Pas de podium, pas de bannière d'entreprise, pas de diaporama. Seulement des roses blanches, des accents dorés et des chaises immaculées recouvertes de lin face à ce qui ressemblait à un autel. Les invités commencèrent à tourner la tête vers l'entrée de la pièce, leurs murmures se transformant en applaudissements. Un homme en smoking prit sa place près de l'avant, son visage encore invisible. L'estomac d'Elena se tordit.
quelque chose n'allait pas. Rien de tout cela n'allait. Elle hésita avant d'entrer pleinement, espérant que Marcus sortirait et expliquerait cette grandeur. Mais un nœud serré avait déjà commencé à se former dans sa poitrine. Les applaudissements devinrent plus forts, puis la musique changea. Ce n'était plus une ambiance de fond, mais une mélodie délibérée et familière. Le canon en ré, musique de mariage. Helena se tourna vers le grand escalier, son cœur manquant un battement. Une femme radieuse dans une robe blanche à manches de dentelle descendit avec grâce, son bras doucement enlacé dans celui d'un homme plus âgé. Le public se leva. La mariée rayonnait en regardant devant elle, clairement émue, et salua les invités en chemin. Helena fit un pas brusque en arrière, heurtant légèrement une chaise. « Non, non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sa vision se brouillant. La bannière à l'avant de la salle apparut soudainement. « Félicitations, Marcus et Sarah, une célébration de l'amour. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Le nom de Marcus, avec une autre femme, dans une robe blanche, le jour de ce qui ressemblait douloureusement à un mariage. Une femme debout à côté d'Helena se pencha et chuchota, « Ils forment un si beau couple, n'est-ce pas? Des amoureux d'enfance, qui se marient enfin après toutes ces années. » Helena cligna des yeux. « Amoureux d'enfance » répéta-t-elle désorientée. « Oh, oui » continua la femme, complètement inconsciente. La famille de Sarah l'a pratiquement élevé après l'université. Il est comme un fils pour Monsieur Wellington. Le corps d'Helena se sentit froid, ses jambes instables. Son esprit s'emballa. Marcus lui avait dit qu'il était en froid avec sa famille, qu'il n'avait plus de lien. Alors qui était cette femme en blanc? Qui étaient ces gens qui applaudissaient comme s'ils connaissaient toute l'histoire? Sauf elle. Alors que la mariée arrivait à l'avant et que l'homme se retournait, c'était Marcus. Souriant, détendu, portant la cravate qu'Helena lui avait achetée à Noël dernier. Les poumons d'Helena se resserrèrent, son souffle maintenant peu profond et saccadé. Il ne l'avait pas encore vu, mais elle voyait tout. La trahison, le secret, le mensonge porté à la vue de tous. Elle eut envie de crier. Mais la pièce était une bulle de perfection, et elle était la seule à s'effondrer en silence. Serrant sa petite pochette, ses jointures blanches, Helena s'avança, les yeux fixés sur l'homme qui avait autrefois promis de n'aimer qu'elle. Au moment où Marcus aperçut Helena de l'autre côté de la pièce, son sourire s'évanouit comme de la fumée. Son corps se raidit, et pendant une fraction de seconde, leurs yeux se croisèrent. Helena sentit tout dans ce regard, le choc, la culpabilité et la lâcheté. Elle ne détourna pas le regard. Sarah, à côté de lui, insouciante, chuchota quelque chose et ajusta sa boutonnière en riant. Une douleur aiguë traversa la poitrine d'Helena. Chaque parcelle de son corps criait de courir, d'échapper à cette horreur qui se jouait au son de violons doux et d'applaudissements polis. Mais elle ne pouvait pas bouger. Ses pieds étaient cimentés au sol. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une trahison publique. Le genre qui fend une personne en deux pour que tout le monde en soit témoin. Elle se tourna lentement, balayant les visages autour d'elle. Certains semblaient perplexes par sa présence, d'autres curieux. Elle n'appartenait pas à ce récit que Marcus avait écrit sans elle. Depuis l'avant, le maître de cérémonie, d'une voix pleine d'excitation, parla dans le micro. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir le magnifique couple Marcus Benson et Sarah Wellington. » La foule applaudit, Helena sursauta. Sa respiration s'accéléra. Marcus s'avança, tenant toujours la main de Sarah, les yeux passant d'Helena aux invités souriants. Il se pencha légèrement vers le MC et lui chuchota quelque chose. Le MC hocha la tête, s'arrêtant momentanément, mais la musique continua. Helena fit un pas en avant, puis un autre. Elle avait besoin d'entendre ça de sa bouche. Son cœur battait la chamade, mais elle bougeait comme une femme prise dans un rêve, détachée de son corps, flottant vers une vérité trop monstrueuse à accepter. Lorsqu'elle atteignit le premier rang, les yeux de Sarah rencontrèrent les siens, amicaux, chaleureux, complètement inconscients. « Salut » dit-elle avec un sourire éclatant. « Vous êtes une amie de Marcus ?» La voix d'Helena se cassa alors qu'elle répondait. « Je pense que je suis quelque chose de plus que ça. » Marcus fit un pas chancelant en avant. « Helena, ne fais pas ça. » C'est là qu'elle sut que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une fête qui avait mal tourné. C'était une trahison habillée de dentelle et de mensonges.
L'homme avec qui elle avait partagé un lit, pour qui elle avait fait des sacrifices, et qu'elle avait aimé pendant 3 longues années, avait une autre vie. Une vie si distante de la sienne qu'elle ne le reconnaissait même plus. Les murmures s'intensifièrent alors que la voix d'Helena devenait plus forte. Elle se tenait maintenant directement devant Marcus et Sarah, sa poitrine se soulevant et s'abaissant d'une fureur à peine contenue. « Qu'est-ce que c'est, Marcus » demanda-t-elle. « Tu m'as dit que c'était ta fête de promotion. Tu as quitté notre appartement ce matin comme si tout était normal. Quelle sorte de blague morbide est-ce » Sa voix tremblait, non pas de faiblesse, mais d'incrédulité. Marcus regarda autour de lui, sa mâchoire serrée. Les invités se tournèrent pour regarder. Un photographe baissa son appareil photo, sentant que quelque chose d'imprévu se déroulait. Sarah fronça les sourcils, confuse par la tension émotionnelle. Marcus prit une inspiration et s'avança, la voix basse et calculée. « Helena, s'il te plaît, pas ici. Ce n'est pas ce que tu penses. » Mais Helena ne bougeait pas. « Ne fais pas ça, dit-elle. Ne me manipule pas devant une centaine d'étrangers. Tu épouses quelqu'un d'autre. » Après tout ça, sa voix se brisa. « Je pense que tu es confuse, » l'interrompit rapidement Marcus, se tournant vers le public avec un sourire forcé. « On s'est connus, oui, mais Helena n'est qu'une amie proche. Elle traversait une période difficile, et je l'ai aidée avec un endroit où loger pendant un certain temps. On n'a jamais été, ce qu'elle insinue. » L'air quitta la pièce. Les mots résonnèrent plus fort que les violons. Helena cligna des yeux, stupéfaite. « Un endroit où loger » répéta-t-elle. « Alors maintenant je ne suis plus qu'un cas de charité. » Un doux halètement se répandit dans les premiers rangs. Sarah recula d'un pas, sa prise se desserrant du bras de Marcus. Brandon, debout près de l'arche florale, prit une position défensive, regardant le sourire de sa sœur s'effacer. « Tu es en train de dire que nous n'étions pas ensemble » La voix d'Helena montait maintenant, sa douleur n'étant plus contenable. « Tu veux dire à tous ces gens que j'ai inventé les 3 dernières années ? Que j'ai imaginé t'aimer, financer tes rêves, payer le loyer que tu n'as jamais payé ?» Marcus détourna le regard, la mâchoire se resserrant. Steve apparut sur le côté et le tira doucement en arrière, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. « Tu te rends ridicule, » marmonna Marcus à Helena. « Sors d'ici maintenant. » Des larmes montèrent dans ses yeux, mais elle ne s'y a pas. « Je ne suis pas venue ici pour me taire, » dit-elle à voix haute. « Tu vas me regarder dans les yeux et leur dire qui je suis vraiment, ou je le ferai pour toi. » Le public n'était plus seulement des invités. Ils étaient des spectateurs d'une illusion qui s'effondrait. Helena s'avança, sa voix calme mais résolue. « Puisque Marcus ne le dira pas, je le ferai. Nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. Pas des colocataires, des partenaires. J'étais avec lui quand il n'avait rien, et je l'ai soutenu à travers tout. J'ai payé ses factures quand il ne pouvait pas. Je suis resté debout avec lui pendant les entretiens d'embauche, et j'ai sacrifié des opportunités parce que je croyais en nous. » Elle fit une pause, balayant la foule du regard. « Quand il m'a dit que ce soir était sa fête de promotion, j'ai quitté l'hôpital après avoir fait un double quart de travail juste pour célébrer avec lui. » Sa gorge se serra. « Mais je suis entré là-dedans à la place. » Des halètements s'élevèrent. Les murmures se transformèrent en chuchotements inquiets. Plusieurs invités échangèrent des regards. Certains commencèrent à sortir leur téléphone. Le sourire de Sarah s'était effacé depuis longtemps, ses yeux passant maintenant de Marcus à Helena, alarmés. « Est-ce que quelque chose de tout cela est vrai ?» demanda Sarah, sa voix soudainement tendue. « Marcus ?» Marcus ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, comme si, s'il ne clignait pas des yeux, la réalité ne le rattraperait pas. « Dis-lui, » dit Helena, presque en suppliant maintenant. « Dis-lui les nuits où tu as dit que j'étais ton monde. Les économies que je t'ai données. Les rêves que nous avons construits. Où sont-ce juste des fruits de ma désespoir ?» Le père de Sarah, Monsieur Wellington, se leva de son siège près de l'avant. Sa présence imposante fit taire la foule. « Je pense que le marié doit des éclaircissements à tout le monde, » dit-il d'un ton profond et autoritaire. Marcus sursauta légèrement, évitant toujours le regard d'Helena. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, monsieur, » essaya de dire Marcus, la voix serrée. « Apparemment, c'est le seul endroit, » claqua Helena. « Parce que si je n'étais pas venu ce soir, je serais rentré chez moi,
pensant que nous étions toujours un couple. Sarah prit une profonde inspiration et descendit de la scène, sa robe balayant le sol. Elle fit face à Elena avec des lèvres tremblantes. « Tu ne savais pas que c'était un mariage ?» demanda-t-elle. Elena secoua la tête. Pas le moindre soupçon. Sarah se tourna vers son père. « Papa, tu savais pour ça ?» « J'ai fait confiance à Marcus, » répondit-il solennellement. « Mais si ce que cette femme dit est vrai, nous avons tous été trompés. » Le poids de la trahison s'abattait de toutes parts. Et pourtant, Marcus restait immobile. Un homme piégé par ses propres mensonges. Exposé sous les lumières impitoyables d'une célébration transformée en chaos. Son silence était plus lourd maintenant, suffocant. Sarah se tenait là comme une femme en équilibre entre le chagrin et l'humiliation. Ses yeux, autrefois rêveurs et pleins d'anticipation, scintillaient maintenant de larmes de réalisation. « Marcus, dit-elle doucement. Regarde-moi. M'as-tu menti? À ma famille? À nous tous ?» Elle tendit le micro, les mains tremblantes. Marcus tourna enfin la tête, les yeux injectés de sang. Les lèvres entr'ouvertes comme pour parler, mais sa voix était à peine audible. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, dit-il. C'était compliqué. » La déclaration était une allumette à l'essence. « Compliqué ?» répéta Alina avec un rire amer. « Tu as utilisé mon argent pour lui acheter sa bague, Marcus. C'était compliqué aussi ?» D'autres halètements éclatèrent. Brandon se plaça à côté de sa sœur de manière protectrice, sa voix comme de l'acier. « Tu n'épouseras pas ma sœur aujourd'hui. Ça s'arrête là. M. » Wellington se leva et prit le micro de Sarah. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, s'éclaircissant la gorge. « Il n'y aura pas de mariage ici aujourd'hui tant que la vérité n'aura pas été révélée. » Marcus essaya de parler à nouveau, mais M. Wellington leva une main. « Jeune homme, tu as menti à ma fille. Tu as profité de sa confiance, et tu as permis à cette femme d'être humiliée devant tout le monde. Ce n'est pas l'homme que j'avais l'intention d'accueillir dans cette famille. » Sarah s'assit lentement, posant une main sur son estomac comme si elle se tenait physiquement. Brandon se tourna vers les invités. « Nous vous sommes reconnaissants d'être venus, mais veuillez nous accorder un peu d'intimité. » Un par un, les gens commencèrent à se lever et à partir dans un silence stupéfait. Alina se tourna pour partir, ses épaules tremblant. « Alina, attends, » dit Marcus, se dirigeant enfin vers elle. Mais elle ne s'arrêta pas. « Ne, » murmura-t-elle sans se retourner. « N'ose pas prononcer mon nom. » Ses talons résonnèrent sur le sol en marbre comme des points de ponctuation à la fin d'un chapitre cruel. Alors qu'elle poussait les portes et sortait dans l'air froid de la nuit, elle sentit le poids de tout cela s'enfoncer dans ses os. L'homme qu'elle pensait être son mari l'avait appelé rien de plus qu'une amie devant la femme qu'il prévoyait d'épouser. Elle n'était pas seulement trahie, elle avait été effacée. L'air de la nuit frappa Alina comme une gifle. Au moment où les portes se fermèrent derrière elle, le barrage céda. Ses genoux se dérobèrent alors qu'elle trébuchait vers le bord de la grande allée, s'accrochant à une balustrade pour s'équilibrer. Son souffle venait par halètements, peu profond et rapide, comme quelqu'un qui se noie en plein air. Tout ce qu'elle avait porté en silence, sacrifice, compromis, loyauté, se délitait en ruine publique. Elle pressa une main tremblante sur sa bouche pour étouffer un sanglot, mais la douleur rugit de sa poitrine comme un animal blessé. Son téléphone vibra dans son sac, mais elle ne le vérifia pas. Elle ne voulait plus voir le nom de Marcus. Pas ce soir, jamais. Pendant 3 ans, elle a cru en un avenir partagé. Maintenant, elle réalisa qu'elle n'avait été qu'un substitut dans un mensonge. Elle se laissa tomber sur un banc en pierre à l'extérieur des portes, enfouissant son visage dans ses paumes. Alina, appela une voix familière. La voiture d'Esther couina légèrement en s'arrêtant. Elle courut dehors, ses talons claquant fort contre le trottoir. « Oh mon Dieu, ça va ?» Alina leva les yeux avec des yeux vides, des larmes coulant sur son visage. « Ce n'était pas une fête de promotion, Esther, » chuchota-t-elle. C'était son mariage. Esther se figea, stupéfaite, puis s'agenouilla à côté de sa sœur. « Tu trembles ?» murmura-t-elle, enveloppant ses bras autour d'Alina comme une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alina se pencha sur elle, sanglotant contre son épaule. « Il a épousé quelqu'un d'autre juste devant moi. Il m'a nié, il a dit que j'étais juste une amie. »
La prise d'Esther se resserra de manière protectrice. J'aurais dû te suivre. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Je suis tellement désolé, elle. Quelques invités se précipitèrent derrière eux, chuchotant et jetant des regards alors qu'ils passaient, mais les deux sœurs s'en fichaient. Rentrons à la maison, chuchota Esther. On va arranger ça. Tu n'es pas seule. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, Alina regardait par la fenêtre, son cœur plus lourd que sa fatigue. Les rues se brouillaient en un kaléidoscope de larmes, de regrets et de dévastations silencieuses. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression d'appartenir à un endroit. Les jours suivants passèrent dans un brouillard lent et angoissant. Alina resta au lit plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait, ses membres raides, son téléphone intact à côté d'elle. Pas d'appel, pas de SMS, rien de Marcus, pas une seule explication, pas même une lâche excuse. Elle ouvrit leur application bancaire partagée et trouva le compte joint vidé, un seul virement enregistré sans description. Elle rit amèrement, le son aigu dans sa chambre silencieuse. Steve, le meilleur ami de Marcus et témoin, l'avait aussi bloqué. Les amis mutuels devinrent étrangement silencieux, comme si sa présence menaçait la version de Marcus qu'il choisissait de croire. Au travail, Alina était plus calme, retirée. Elle portait ses émotions comme une armure, souriant quand c'était nécessaire, mais dérivant à travers ses quarts comme une ombre. Même les patients dont elle s'occupait semblaient le remarquer. « Tu es trop gentil pour porter autant de tristesse dans tes yeux », dit doucement une femme âgée alors qu'Alina ajustait son masque à oxygène. Un soir après son quart de travail, Alina s'assit en face d'Esther à la table de la cuisine, remuant un thé qu'elle n'avait pas touché. « Penses-tu que j'ai tout imaginé ?» demanda-t-elle soudainement, la voix cassante. « Peut-être que j'ai trop interprété tout, peut-être que nous n'étions pas réels. » Esther posa sa tasse. « N'ose pas, dit-elle fermement. Ne te blâme jamais pour ses choix. Tu as vécu avec lui. Tu as planifié ta vie autour de lui. Tu l'as aimé et tu as aimé fort. Ce n'est pas de la folie, c'est de la loyauté. » Les lèvres d'Alina tremblèrent. « Alors pourquoi tout le monde agit comme si j'étais folle ? Comme si j'étais une femme obsédée qui ne voulait pas lâcher prise. » Esther tendit la main à travers la table et lui tint la main. Parce que des gens comme Marcus ne mentent pas seulement à une personne, ils construisent une performance, et le public préfère applaudir que d'admettre qu'il a été dupé aussi. Alina hocha lentement la tête, les mots s'enfonçant profondément dans son âme meurtrie. Cette nuit-là, elle ouvrit son journal pour la première fois depuis des mois. Avec des traits lents et délibérés, elle écrivit « 3 ans. Un homme, une trahison trop grande à pardonner. » Pour une fois, elle n'écrivit pas sur l'amour ou le sacrifice. Elle écrivit sur la survie, et cela lui donna l'impression de retrouver sa propre voix. Quand Rebecca frappa à la porte d'Alina le dimanche après-midi, Alina ne s'attendait pas à la laisser entrer. Mais au moment où elle vit son amie tenant un sac de pâtisserie et un regard d'une vive inquiétude, sa résistance s'effondra. Rebecca entra, balayant l'appartement du regard. « On dirait que tu vis dans l'ombre, » dit-elle doucement. « Et je sais depuis combien de temps tu te bats pour la lumière. » Alina rit sans humour, brossant les miettes du canapé. « Tu as entendu ?» Rebecca hocha la tête. « Tout le monde a entendu. Et ils parlent, mais pas tous ne sont contre toi. Certains sont juste confus. D'autres se sentent dupés. » Elle tendit à Alina un croissant chaud. « Tu ne dois de silence à personne, Alina. Surtout pas à lui. » Alina mordit dans la pâtisserie sans la goûter. « Je n'ai pas pleuré depuis mercredi, » murmura-t-elle. « C'est comme si j'avais tout utilisé cette nuit-là. » Rebecca se pencha plus près. Le chagrin ne ressemble pas toujours à des pleurs. Parfois, il ressemble à du silence, de l'engourdissement, ou à faire défiler ton téléphone, en espérant qu'il envoie un SMS, seulement pour te détester de le vouloir. Cela frappa fort Alina. « As-tu déjà aimé quelqu'un qui t'a effacé ?» demanda-t-elle. Rebecca fit une pause. « Une fois. Et cela a failli me briser, jusqu'à ce que je me souvienne qui j'étais avant lui. » Alina baissa son regard. « Je ne me souviens même plus qui c'est. » Rebecca lui donna un coup de genou. « Alors retrouvons-la. Commence par écrire son histoire. » Cette nuit-là, Alina retourna à son journal. Elle écrivit sur la façon dont ils s'étaient rencontrés, comment Marcus avait été fauché et déterminé, et comment elle avait cru en lui avant tout le monde. Elle détailla leur premier appartement, ses sacrifices,
leur nuit tardive de nouilles quand l'argent était serré, les rêves partagés d'un jour. Mais ensuite, elle écrivit sur le jour où ses rêves moururent. Elle écrivit non pas pour se souvenir, mais pour lâcher prise. Alors qu'elle fermait le journal, elle se chuchota, « Je n'étais pas folle. J'étais gentille. Et ce n'est pas quelque chose pour lequel je m'excuserai. » À l'extérieur de sa fenêtre, la ville palpitait à nouveau de vie. Et bien qu'elle n'ait pas beaucoup bougé, quelque chose à l'intérieur d'elle avait finalement changé. Le chagrin ne la tenait plus en otage. Il était en train de devenir son témoignage. La salle de pause de l'hôpital était exceptionnellement calme ce mercredi soir-là. Alina se tenait à l'évier, rinçant son thermos, quand elle entendit quelqu'un s'éclaircir doucement la gorge derrière elle. Elle se retourna, et son cœur s'arrêta momentanément. Sarah Wellington se tenait dans l'embrasure de la porte. Pas de maquillage, un jean simple, un chemisier ample, et des yeux assombris par l'émotion. Alina se figea, non pas par peur, mais par surprise. « Je ne suis pas venue pour me battre, » dit doucement Sarah, levant les mains. J'ai appris toute l'histoire après ton départ cette nuit-là, et je n'ai pas dormi depuis. Alina croisa lentement les bras, sa voix froide. Tu ne devrais pas être ici, Sarah hocha la tête. Je sais, mais j'avais besoin de te regarder dans les yeux. Pour te dire que je suis désolée, pas seulement pour ce qui s'est passé, mais pour ce que tu as enduré. Elle s'approcha, se tordant nerveusement les doigts. Il nous a menti à toutes les deux. Je n'avais aucune idée que j'entrais dans quelque chose d'aussi cruel. Alina se pencha contre le comptoir, son expression indéchiffrable. Tu as dit après mon départ. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement après? Sarah baissa son regard. Assez. Il a admis qu'il était avec toi pendant des années. Que tu l'as soutenu. Qu'il a tout caché parce qu'il savait que mon père n'approuverait pas. Sa voix trembla. J'étais censé être sa page blanche. La mâchoire d'Alina se serra. Tu n'as jamais été le problème, Sarah. C'était lui. Un silence épais s'installa entre elles avant que Sarah ne chuchote. Il est hors de ma vie maintenant. Nous avons tout annulé le matin d'après. Mon père était furieux. J'avais besoin que tu saches que je ne voulais pas t'humilier. Alina inspira profondément. Tu ne l'as pas fait. C'est lui qui l'a fait. Une pause, puis. Comment tu tiens le coup? Sarah eut un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Brisé, mais libre. Alina l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Idem ici. Alors que Sarah se tournait pour partir, elle s'arrêta à la porte. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, même juste pour parler à quelqu'un qui comprend, n'hésite pas à me contacter. Alina la regarda partir, surprise par la sincérité à laquelle elle ne s'attendait pas. Et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose qui ressemblait à une clôture commença à s'épanouir tranquillement en elle. Des jours plus tard, Esther s'assit en tailleur sur le sol de la chambre d'Alina, entourée de dossiers ouverts, de reçus et de relevés bancaires. C'est plus qu'une simple trahison, Alina, murmura-t-elle, les sourcils froncés. C'est de l'exploitation. Alina s'assit sur le bord du lit, épuisée. Je veux savoir exactement quelle part de ma vie je lui ai réellement donnée. Sur papier. Elles avaient passé toute la journée à examiner les dossiers. Les paiements qu'Alina avait faits pour le loyer. Les contributions au cours de préparation aux examens de Marcus. Les dépôts qu'elle avait faits pour ce qu'il appelait autrefois leur compte d'investissement futur. Mais le plus grand choc vint quand Esther découvrit un reçu d'une bijouterie de luxe avec le numéro de carte d'Alina. Alina, ça a été utilisé pour acheter une bague de fiançailles, dit-elle, la voix montant d'incrédulité. Il a utilisé ton argent pour acheter sa bague. Alina la fixa en silence, stupéfaite, la pièce tournant. Il m'a dit qu'il avait besoin d'éponger une dette, chuchota-t-elle. Je n'ai même pas posé de questions. Je lui ai juste donné la carte. Esther se rassit et se frotta les tempes. Tu n'as pas seulement aimé cet homme. Tu as financé son conte de fées avec quelqu'un d'autre. Alina laissa échapper un rire faible et amer. J'ai payé pour mon propre remplacement. Elle tendit la main vers son vieil ordinateur portable et ouvrit un dossier partagé qu'elle avait depuis longtemps oublié. À l'intérieur se trouvaient les plans d'affaires de Marcus, des ébauches de CV et des photos de leur rénovation d'appartement, des preuves d'une vie qui semblait si réelle, maintenant utilisée comme une arme contre elle.
Il savait que je ne dirais jamais non s'il le présentait comme notre rêve, marmonna-t-elle. Esther toucha sa main. Tu étais loyal, pas stupide, et ça compte. Alina leva les yeux remplis d'une douleur épuisée. Ça compte pour moi, oui. Mais qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Porteur plainte? Aller aux médias? Esther secoua doucement la tête. Tu guéris. Tu rassembles tes morceaux et tu construis quelque chose que personne ne pourra jamais voler à nouveau. Alina expira, fermant l'ordinateur portable. Alors aide-moi à fermer tous les comptes à son nom. Je ne veux plus rien qui me lie à lui. Elles passèrent la soirée à supprimer les identifiants partagés, à se désabonner des emails et à transférer des fonds. Et à chaque clic, Alina sentit le poids de l'ombre de Marcus se lever, un lien brisé à la fois. Des semaines passèrent, et pourtant, Alina ne reçut pas un seul mot de Marcus. Pas de message vocal. Pas de SMS. Pas de coup à la porte. Sa disparition devint sa propre forme de tourment, bruyant dans son silence. Une partie d'elle se détestait de rafraîchir ses messages chaque matin, scannant son nom par un besoin tordu de clôture. Mais il n'y avait rien. Pendant ce temps, des chuchotements commencèrent à circuler en ligne. Un article de blog intitulé « Trahi à l'hôtel ». Le banquier qui vivait deux vies devint viral, avec des photos floues de l'événement malheureux. Bien que l'article ne mentionne jamais de nom, tous ceux qui y avaient assisté, ou qui les connaissaient, firent le lien. Rebecca envoya le lien à Alina. Il est traîné sur toutes les plateformes sociales, a-t-elle envoyé. Et je dis, tant mieux. Alina fit défiler les commentaires, son visage indéchiffrable. Une petite partie d'elle espérait qu'il la contacterait pour reconnaître ce qu'il avait fait, mais le silence restait sa seule réponse. Ce qui faisait plus mal, c'était de voir à quelle vitesse les autres se détournaient de sa douleur. Des collègues commencèrent à agir de manière gênante. Quelques anciens amis la désabonnèrent en ligne, incapables ou peu disposés à choisir leur camp. Ils le voient perdre son emploi, sa réputation, et maintenant ils font semblant que nous n'avons jamais été amis, dit-elle à Esther lors d'un dîner tranquille. Comme si la trahison me rendait contagieuse. Esther soupira. Les gens ne veulent pas de rappel de la facilité avec laquelle leurs propres illusions peuvent s'effondrer. C'est pourquoi ils font semblant de ne pas avoir vu les tiennes s'effondrer. Pendant ce temps, la famille de Sarah a publiquement distancé leur entreprise de Marcus, publiant un communiqué officiel pour protéger leur marque. Alina le lut sans émotion. Il avait non seulement perdu sa place, mais le pouvoir qu'il convoitait désespérément. Il a choisi les projecteurs et a été brûlé par eux, dit Rebecca. Maintenant, il se cache dans l'obscurité parce qu'il n'y a plus rien à illuminer. Cette nuit-là, Alina se tint près de sa fenêtre d'appartement, regardant les lumières de la ville scintiller en bas. Il ne dira pas désolé, se chuchota-t-elle, mais peut-être que le silence est la seule excuse que j'obtiendrai. Et d'une manière ou d'une autre, cette réalisation ne la brisa pas. Elle la renforça. Alina se tenait devant le bureau du coordinateur du personnel, serrant la lettre de démission dans sa main. Ce n'était pas une décision impulsive, c'était de la survie. Les couloirs de l'hôpital, autrefois un havre de but et de rythme, résonnaient maintenant de trop de souvenirs. Elle avait passé d'innombrables nuits à s'occuper des autres tandis que ses propres blessures passaient inaperçues. Mais maintenant, elle avait besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir, et pour retrouver ses rêves au-delà de la survie. Vous êtes l'une des meilleures infirmières que nous ayons eues, dit doucement sa superviseure, Madame Bellow, en lisant la lettre. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Alina secoua la tête, son sourire poli mais fatigué. J'ai juste besoin d'un nouveau départ, ma. Quelque part où mon nom ne ressemble pas à un titre de journal ou à un chuchotement. Madame Bellow la regarda avec des yeux compréhensifs et hocha la tête. Alors va te retrouver, Alina. Tu mérites d'être plus que l'histoire brisée de quelqu'un. Ce soir-là, Esther apporta son ordinateur portable et un bol fumant de soupe aigusi. Nous allons postuler pour cette bourse d'infirmière praticienne, annonça-t-elle, assise à côté de sa sœur. Alina hésita. Et si je suis trop tard? Et si j'ai gaspillé trop d'années à attendre que quelqu'un d'autre réussisse? Esther la regarda, inébranlable. Tu ne les as pas gaspillés. Tu as investi dans la mauvaise personne. Cela ne veut pas dire que tu es vide. Tu n'es pas en retard. Tu ne fais que commencer. Encouragée, Alina soumit sa candidature avec des mains tremblantes et un espoir silencieux. Le lendemain matin,
Elle fit asseoir ses parents et leur raconta tout. Pas seulement la partie publique de la trahison, mais le travail émotionnel, les instincts réduits au silence, la douleur invisible. Son père, généralement stoïque, la serra simplement dans ses bras. « Tu n'es pas endommagé », chuchota Théil. « Tu es libéré. » Sa mère pleura ouvertement. « Tu as été élevé pour plus que ça, et je suis fier de toi d'être parti. » Pour la première fois depuis des mois, Alina se permit de le ressentir. Pas seulement le chagrin, mais la fierté. Elle ne s'était pas effondrée. Elle s'était choisie, et c'était une graine qui valait la peine d'être arrosée. Le premier jour de classe d'Alina vint avec sa propre bataille tranquille. Elle s'assit au fond de l'amphithéâtre, incertaine de sa place parmi les yeux jeunes et avidés les ambitions fraîches. Ses doigts tapotèrent nerveusement contre son carnet jusqu'à ce que le professeur entre, suivi d'un conférencier invité qui attira immédiatement son attention. Non pas à cause de sa confiance, mais à cause de son calme. « Bonjour », dit-il, ajustant ses lunettes. « Je suis David Nwokosha, fondateur de MedTech Reach. Je suis ici pour parler d'innovation pratique dans les soins de santé, mais en réalité, je suis ici pour parler des gens. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le genre de poids qui faisait que tout le monde se redressait. Alina se pencha en avant. Il y avait quelque chose de terre à accent grave terre chez lui. Pas sophistiqué comme Marcus avait essayé de l'être, mais authentique. Elle ne s'attendait pas à être émue, mais quand David partagea une histoire sur la façon dont la maladie chronique de sa défunte sœur avait inspiré son entreprise, quelque chose dans sa poitrine s'adoucit. Après le cours, Alina s'attarda à l'arrière tandis que les étudiants se rassemblaient autour de lui, posant des questions sur les plans d'affaires et les stages. Elle resta tranquillement debout jusqu'à ce que la plupart soient partis, puis s'approcha. « Merci, dit-elle. Vous avez parlé avec tant de cœur. Cela a signifié quelque chose aujourd'hui. » David se tourna vers elle avec un sourire chaleureux et curieux. « C'est gentil de votre part de le dire. Comment vous appelez-vous ? » Alina Okafor. « Enchantée, Alina. Vous êtes dans le programme de praticienne ? » Elle hocha la tête, hésitant un instant avant d'ajouter « J'ai failli ne pas postuler. J'ai pensé que c'était peut-être trop tard. » Le sourcil de David se fronça légèrement. « Il n'y a pas de délai pour un but. Nous arrivons tous là où nous sommes censés être, quand nous sommes prêts. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle fit un petit signe de tête, incertaine de comment répondre. Alors qu'elle se tournait pour partir, il l'appela doucement, « Ne sous-estimez pas votre timing, Alina. Il est peut-être plus parfait que vous ne le pensez. » Cette nuit-là, elle en écrivit dans son journal, non pas comme quelque chose de romantique, mais comme une lueur de lumière qui ne venait pas du sauvetage, mais de la reconnaissance. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un la sauve. Elle avait juste besoin de rappel qu'elle était toujours en chemin. Des semaines passèrent, et Alina se retrouva à attendre avec impatience chaque cours auquel David assistait. Il n'était pas toujours le conférencier invité, mais quand il l'était, il parlait avec une clarté qui l'apaisait. Ils échangèrent quelques autres conversations, toujours brèves, toujours honnêtes. Il ne flirtait jamais. Il ne fouillait jamais. Il la voyait simplement. Un après-midi, après une session de compétences cliniques, Alina se retrouva à marcher à côté de lui. « Vous prenez toujours le long chemin pour aller à votre voiture ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle haussa les épaules. « C'est paisible. J'aime éviter la foule. » Il hocha la tête. « Moi aussi. » Ils marchèrent en silence pendant un moment avant que David ne jette un coup d'œil de côté. « Vous êtes différente de la plupart des gens que j'ai rencontrés ici. Concentrée, mais pas désespérée. Présente. C'est rare. » Alina hésita, puis répondit, « La désespoir m'a appris la présence. » David ne la pressa pas de détails. Il offrit seulement, « Alors j'espère que vous n'oublierez jamais ce qu'il vous a appris. » Ce soir-là, ils s'assirent devant un petit café sur le campus, sirotant du thé à l'hibiscus. Ce n'était pas un rendez-vous, et pourtant, cela semblait plus intime que n'importe quel dîner qu'elle avait eu avec Marcus. Ils parlèrent de l'enfance, des rêves et du chagrin. David se confia sur ses fiançailles ratées il y a des années, comment il avait choisi de partir quand il réalisa qu'il était plus amoureux de l'idée que de la personne. « C'est facile de simuler l'engagement, dit-il, mais c'est difficile de le vivre chaque jour. La plupart des gens abandonnent quand l'amour commence à ressembler à un sacrifice. » Alina hocha lentement la tête. « J'ai appris ça à mes dépens.
David ne demanda pas plus. Il la regarda simplement avec une douceur qui ne demandait pas de réponse. Vous n'avez pas à partager quoi que ce soit si vous n'êtes pas prête, dit-il doucement, mais sachez simplement que vous n'êtes pas brisée, Alina. Vous êtes en train de devenir. Les mots l'enveloppèrent comme de la chaleur. Elle ne savait pas ce que cette connexion allait devenir, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, non pas comme une femme ruinée par un chagrin d'amour, mais comme quelqu'un qui en sortait lentement. Alina se tenait silencieusement devant le guichetier de la banque alors qu'il tapait, inconsciente de la tempête qui faisait rage derrière son expression calme. Juste pour confirmer, vous voulez fermer le compte joint, demanda-t-il. Oui, définitivement, répondit-elle. Sa voix était calme, mais son rythme cardiaque battait comme un tambour de guerre. Il lui avait fallu des semaines pour se préparer à ce moment, non pas logistiquement, mais émotionnellement. Ce compte représentait plus que de l'argent. C'était le registre des mensonges partagés, de chaque transaction que Marcus avait transformée en quelque chose de noble. Alors que le guichetier cliquait sur les dernières étapes, elle fixa le petit nom imprimé sous le sien. Marcus Benson. Il semblait si inoffensif sur papier, si éloigné de l'homme qui avait manipulé sa confiance comme une pièce d'échec. Souhaitez-vous transférer le solde restant sur un nouveau compte? Demanda-t-il. Elle marqua une pause. Non, je préfère partir de zéro. Plus tard dans la journée, Alina emballa tout ce qui lui rappelait Marcus dans 2 cartons. Ses vieux livres, des photos, la tasse qu'il utilisait pour le café, même le coussin qu'il avait insisté pour qu'ils achètent ensemble. Avec l'aide d'Esther, elle les déposa dans un refuge pour femmes locales. « Tu es sûr que tu ne veux pas les brûler à la place ?» demanda Esther en plaisantant à moitié. Alina eut un sourire fatigué. « Non. Je veux que quelqu'un d'autre fasse de meilleurs souvenirs avec eux. Les miens sont déjà épuisés. » De retour à la maison, elle ouvrit sa garde-robe et trouva le dernier vestige, une cravate qu'elle lui avait autrefois offerte, nichée derrière ses foulards. Elle la tint pendant une seconde, puis la jeta dans un sac de dons sans cérémonie. Ce soir-là, Alina commença sa première séance de thérapie virtuelle. La conseillère, une femme aux yeux doux et aux poses patientes, l'accueillit. « Qu'est-ce qui vous amène ici, Alina ?» demanda-t-elle. Alina inspira. « Je veux arrêter de me rétrécir pour correspondre aux fantasmes de quelqu'un d'autre. Je veux me sentir en sécurité dans ma propre peau à nouveau. » La thérapeute hocha la tête. « Alors commençons. » Et juste comme ça, pour la première fois depuis le chagrin d'amour, Alina n'avait pas l'impression de survivre. Elle avait l'impression de guérir enfin. La brise était douce ce vendredi soir alors qu'Alina et David se promenaient le long de la passerelle derrière la bibliothèque universitaire. Le soleil se couchait bas derrière les arbres, projetant de longues ombres qui se balançaient avec leurs pas. Ce n'était pas prévu. Ils se sont simplement rencontrés après les cours et ont décidé de marcher. Mais alors que le silence s'étirait entre eux, Alina sentit le poids d'une histoire qui attendait d'être racontée. « David, dit-elle doucement, les mains dans les poches de sa veste. Je peux te dire quelque chose que je n'ai pas dit à voix haute à beaucoup de gens? » Il ralentit son pas. « Bien sûr. Tu ne me dois pas ton histoire, mais je la tiendrai si tu me la donnes. » Cette douceur, cette liberté de ne pas avoir à se produire fut ce qui l'ouvrit. Elle commença à parler de Marcus, du mensonge, du mariage, de l'éclatement public. Elle ne se précipita pas. Elle ne pleura pas. Elle le raconta simplement de la manière dont il avait vécu à l'intérieur d'elle. David écouta sans interruption, son regard ne quittant jamais son visage. Quand elle eut fini, il arrêta de marcher et lui fit face. « Ce qu'il a fait était ignoble, dit-il simplement. Et je suis désolé que le monde t'ait fait le porter avec un visage impassible. » La gorge d'Alina se serra. Cela m'a fait tout remettre en question. Ma mémoire, ma valeur, même ma santé mentale. David hocha lentement la tête. Parfois, la trahison ne te vole pas seulement ta confiance en les autres. Elle vole ta confiance en toi-même. Ils restèrent là en silence pendant un moment, laissant le vent emporter la lourdeur. Puis David parla à nouveau. J'ai été fiancé à quelqu'un qui me voyait comme une échelle, pas un partenaire. Ça ne s'est pas terminé publiquement, mais ça s'est terminé tranquillement. Et ce silence a failli me tuer. J'ai fait de la thérapie pendant 2 ans juste pour croire à nouveau en l'amour. Alina le regarda vraiment. Tu sembles ancré maintenant, il sourit.
C'est parce que j'ai arrêté de courir après les gens qui me faisaient mendier le strict minimum. Ils rirent doucement ensemble, le genre de rire qui ne couvrait pas la douleur, mais la reconnaissait. Quand ils se séparèrent enfin ce soir-là, Alina ne se sentit pas vidée. Elle se sentit plus légère, comme si dire sa vérité à voix haute avait fait de la place pour quelque chose de nouveau. Peut-être pas l'amour, mais certainement l'espoir. C'était un dimanche après-midi tranquille quand Alina reçut le message. C'était d'un numéro inconnu. « Salut, Alina. C'est Anita, l'amie de Sarah. J'espère que ce n'est pas malvenu. Je voulais parler si tu es ouverte à ça. » Alina hésita. Elle se souvenait d'Anita du mariage, posée, perspicace, toujours en retrait du chaos. Curieuse, elle répondit. Elles convinrent de se retrouver dans un petit salon de thé du centre-ville. Quand Alina arriva, Anita était déjà assise, son visage indéchiffrable mais clairement anxieux. « Merci d'être venue, commença-t-elle. Je voulais te contacter depuis un moment. » Alina s'assit, la regardant avec prudence. « Pourquoi maintenant ?» Anita soupira. « Parce que je ne pouvais pas continuer à faire semblant de ne pas voir les signes. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas depuis des mois, mais je ne connaissais pas toute l'histoire avant que Sarah ne me la raconte. » Elle fit une pause. « Mais la vérité, c'est que j'ai surpris une conversation entre Marcus et Steve 2 semaines avant le mariage. Et je n'ai rien dit. Je ne savais pas comment. » L'estomac d'Alina se serra. « Que as-tu entendu ?» Anita baissa les yeux vers son thé. Marcus a dit quelque chose comme « Tant qu'Alina ne se montre pas, c'est bon. » Il a ri. Steve a plaisanté en retour, lui demandant s'il avait supprimé tous les messages. Le ventre d'Alina se noua. Il l'a planifié. Il a planifié que je ne le sache pas. Anita hocha la tête. Il voulait épouser Sarah pour les liens d'affaires. Il a dit qu'il avait besoin de s'améliorer pour survivre dans leur monde. Je n'ai pas compris le contexte complet avant le jour du mariage. Elle leva les yeux, la honte dans les yeux. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. J'avais peur de ruiner l'événement ou d'avoir tort. La voix d'Alina était calme mais ferme. Tu n'avais pas tort. Tu étais juste en retard. Anita hocha la tête, avalant sa culpabilité. Je te le dis maintenant parce que tu mérites chaque morceau de vérité. Même si c'est laid. Alina exhala, un calme étrange s'installant sur elle. Merci, dit-elle. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as finalement choisi de faire. Cette nuit-là, Alina ajouta une autre page à son journal. Non pas sur Marcus, mais sur la vérité. Et comment même une honnêteté tardive pouvait encore ouvrir la porte à la justice. Alina ouvrit la porte de son nouvel appartement avec des mains tremblantes. C'était un modeste T2, niché au-dessus d'une librairie tranquille, et baigné de lumière d'après-midi chaleureuse. Les murs étaient nus, les sols grinçaient légèrement, et la cuisine sentait la peinture fraîche. Mais c'était à elle. Plus de beau partagé, plus d'ombre persistante de trahison. Juste de l'espace. Son espace. Elle se tint au milieu du salon vide et laissa le silence l'envelopper comme une ardoise propre. Esther arriva quelques minutes plus tard, portant 2 sacs de plats à emporter et un rouleau de guirlandes lumineuses. « On ne fait pas de tristesse dans cet appartement, déclara-t-elle, fermant la porte d'un coup de pied. Seulement de la guérison, et un peu de meurtre de plantes, si tu essaies de faire pousser quoi que ce soit sans surveillance. » Alina rit, un vrai rire, et se laissa tomber sur le sol, déballant des couverts, tandis que des larmes montaient dans ses yeux, non pas de douleur, mais de soulagement. Plus tard dans la soirée, Alina assembla une étagère à livres pendant que de la musique jouait sur son téléphone. Elle s'arrêta à mi-chemin pour s'allonger sur le tapis, son regard fixé sur le plafond. « C'est étrange, » murmura-t-elle lors d'un appel avec Rebecca. « Je pensais que je me sentirais seule, mais ça donne l'impression de respirer à nouveau. » Rebecca ricana de l'autre côté. « C'est parce que tu es enfin dans un espace qui ne te ment pas. » Elles parlèrent pendant 1 heure des couleurs de murs, des plans de pendaison de crémaillère et de la vie sans excuse. Le lendemain, Alina se rendit à un marché aux puces et acheta un fauteuil d'occasion, un miroir de seconde main et un vase poussiéreux qu'elle remplit plus tard de tournesol. Alors qu'elle les plaçait dans sa chambre, elle chuchota, « Ce n'est plus de la survie, c'est de la reconstruction. » Cette nuit-là, elle alluma une bougie à la lavande et ouvrit son journal. Elle n'écrivit pas sur Marcus, elle n'écrivit même pas sur la douleur. Au lieu de cela,
elle fit une liste de choses qu'elle voulait dans son nouveau chapitre, la paix, la liberté, un but et des rires qui ne résonnaient pas sur le silence de quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à ce moment-là, Alina réalisa qu'elle ne le craignait plus. Elle n'était plus perdue, elle était en train de devenir. Le coup à sa porte vint juste après midi. Alina était pieds nus, nettoyant sa cuisine, quand le son la figea. Elle n'attendait personne. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'approchait, et quand elle ouvrit la porte, le temps sembla se replier sur lui-même. Il était là, Marcus, débraillé, les yeux creux. Une pâle version de l'homme avec qui elle pensait autrefois passer l'éternité. Il serrait un petit sac de sport, et une expression désespérée et blessée. Alina, souffla-t-il, comme si son nom était de l'oxygène. Elle ne bougea pas. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle sèchement. Marcus s'avança, mais elle bloqua la porte avec son bras. Je ne savais pas où aller, murmura-t-il. Tout est parti. Mon travail, les Wellington. Ma réputation. J'avais juste besoin de te voir. Alina inclina la tête, son visage indéchiffrable. Pas parce que tu t'ennuies de moi, mais parce que tu t'ennuies de ce que je te donnais. Il grimaça. Ce n'est pas juste. Non, claqua-t-elle. Ce qui n'est pas juste, c'est de mentir à quelqu'un qui t'a tout donné. Ce qui n'est pas juste, c'est de se tenir à côté d'une autre femme dans un smoking que j'ai payé, et de faire semblant que j'étais juste une locataire en difficulté. Marcus détourna le regard, la culpabilité gravée sur chaque ligne de son visage. J'avais peur, dit-il. Ils m'ont offert un moyen de sortir de la pauvreté, et je l'ai pris. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça me coûte toi. Alina plissa les yeux. Tu ne m'as pas perdu, Marcus. Tu m'as jeté. Elle sortit et ferma doucement la porte derrière elle, les bras croisés. Il n'y a rien pour toi ici. Pas de sympathie. Pas d'abri. Pas de seconde chance. Sa voix se brisa. S'il te plaît, il ne me reste plus rien. Le ton d'Alina ne faiblit jamais. Tu m'as eu. C'était tout. Et tu as choisi autre chose. Sans attendre de réponse, elle rentra à l'intérieur et verrouilla la porte. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle resta simplement là, respirant l'air d'une maison qui n'avait plus de place pour les fantômes. Elle baissa les yeux sur le chiffon dans sa main et retourna à frotter l'évier. Il n'y avait rien de noble dans son retour. Juste un autre chapitre clos, et cette fois, c'est elle qui tournait la page. Ce soir-là, Alina s'assit à son bureau, une page blanche ouverte sur son écran. Ses doigts planèrent sur le clavier avant qu'elle ne commence à taper. Ce n'était pas une lettre à envoyer. C'était une lettre à libérer. Cher Marcus, ce n'est pas pour ta rédemption. C'est pour la mienne. Elle déversa tout. Le poids qu'elle portait. Les moments où elle avait douté d'elle-même. Les innombrables fois où elle avait assoupli ses limites pour lui faire de la place. Elle n'écrivit pas avec rage. Elle écrivit avec résolution. Tu m'as appris à quel point je pouvais m'étirer avant de me briser. À quel point je pouvais aimer quelqu'un sans être aimé en retour. Mais surtout, tu m'as appris ce que je ne tolérerai plus jamais. Elle écrivit jusqu'à ce que ses doigts soient endoloris, et ses larmes brouillèrent l'écran. Et quand elle eut fini, elle appuya sur supprimer. Pas enregistrer. Pas imprimer. Juste supprimer. Parce que la clôture, réalisa-t-elle, ne vient pas dans les réponses. Elle vient en abandonnant le besoin d'elle. Le lendemain matin, elle se tint devant son miroir pleine longueur, vêtue d'un chemisier orange brûlé et d'un jean foncé. Elle se regarda dans les yeux. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, chuchota-t-elle. Tu es ce que tu as choisi après. Sur ce, elle attrapa son sac et sortit au soleil. À l'école, David la remarqua au moment où elle entra dans l'amphithéâtre. Tu as l'air différente, dit-il. Alina sourit. J'ai fermé la porte la nuit dernière. Pour de bon. Il hocha la tête, sans demander de détails. Ça demande de la force. Elle s'assit à côté de lui, ses épaules détendues. Pour la première fois, le passé ne ressemblait pas à un rocher pressant contre sa colonne vertébrale. Il ressemblait à un pont qu'elle avait déjà traversé. Ce soir-là, elle passa devant le banc où elle s'était autrefois effondrée à l'extérieur du mariage de Marcus. Elle s'arrêta un instant, non pas pour pleurer,
mais pour honorer la femme qui s'était autrefois tenue là et n'avait pas fui. Merci, chuchota TL à son moi plus jeune, d'avoir survécu à ce que je ne voyais pas venir. Puis elle continua son chemin, plus légère, plus claire et n'attendant plus que la clôture vienne de quelqu'un d'autre. Un mois s'était écoulé depuis qu'Alina avait supprimé cette dernière lettre non envoyée, et la paix tranquille qui s'ensuivit la surprit. Elle n'attendait plus. Elle vivait. Un soir après leur séminaire, David la raccompagna à sa voiture comme d'habitude, mais quelque chose dans son attitude était plus délibéré. Il s'arrêta avant qu'elle n'ouvre la porte, se déplaçant légèrement sur ses pieds. « Alina » commença-t-il doucement. « Je voulais te dire ça sans me précipiter, mais j'apprécie chaque instant que nous passons ensemble, et j'aimerais t'emmener dîner, en dehors des cours, en dehors du campus. Juste nous deux. » Elle l'étudia attentivement, son souffle suspendu entre la prudence et l'espoir. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, sa voix basse. Il ne s'y a pas. Parce que je ne voulais pas être juste un autre homme dans ta vie pendant que tu te remettais. Et maintenant je vois ta lumière. Pas seulement ta force, mais ta douceur aussi. Et je veux connaître cette partie, si tu le veux bien. Alina détourna le regard un instant, absorbant la sincérité dans sa voix. Son instinct n'était pas la peur. C'était la fatigue de porter trop de peut-être dans le passé. Je ne cherche pas à être sauvée, dit-elle avec prudence, et je ne commencerai pas un nouveau chapitre en me rétrécissant dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. David fit un petit signe de tête respectueux. Alors marchons côte à côte, pas de sauvetage. Juste de la présence. Il y avait quelque chose dans cette simplicité qui désarma ses murs. Elle sourit. D'accord, un dîner. Mais si je sens quelque chose qui me rappelle mon passé, je m'en vais. Il sourit, non pas offensé, mais encouragé. Marché conclu. Ce week-end-là, ils se retrouvèrent dans un restaurant éthiopien tranquille, niché dans une rue latérale. Pas de prétention, pas de spectacle. Ils parlèrent de rêves de voyage, de bêtises d'enfance et des livres qui avaient changé leur vie. Pour la première fois, Alina remarqua à quel point la paix était différente de la passion teintée d'instabilité. Il n'y avait pas de feu d'artifice, mais il y avait de la chaleur. Et cela, réalisa-t-elle, était plus durable que n'importe quelle étincelle qui venait du chaos. L'auditorium bourdonnait d'excitation alors que des parents fiers, des amis et des professeurs remplissaient les sièges. Alina se tenait dans les coulisses, dans sa toge et son mortier, ses doigts serrant le programme. Elle était à quelques instants de traverser la scène, non seulement en tant que diplômée, mais en tant que femme qui s'était relevée de l'épave personnelle pour devenir son propre secours. Quand son nom fut appelé, Alina Okafor, programme d'infirmière praticienne, les applaudissements tonnèrent, mais le son qui ressortit le plus fut le sifflement de son père et le fort « c'est ma fille » de sa mère. Alina entra sous les projecteurs avec une assurance qui fit taire chaque insécurité qu'elle avait autrefois portée. Alors qu'elle serrait la main du doyen, une seule larme coula sur sa joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Ce diplôme n'était pas seulement académique. Il était émotionnel. Il symbolisait tout ce qu'elle avait reconstruit après que son cœur eût été brisé. Après la cérémonie, Rebecca l'enlaça fermement. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Esther les rejoignit, plaçant un petit bouquet de tulipes oranges dans les mains d'Alina. « Tu n'as pas seulement obtenu ton diplôme, dit-elle. Tu t'es transformé. » À quelques mètres de là, Sarah se tenait avec un sourire poli, tenant un petit sac cadeau. Alina cligna des yeux de surprise. « Tu es venue. » Sarah hocha la tête. « Je le voulais. Tu as mérité ça. Pas seulement le diplôme, mais ta liberté. Et je suis fier de toi. » Elle tendit le sac à Alina. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent gravé des mots « Pourtant, je me lève ». Alina la regarda avec des yeux adoucis. « Merci, » dit-elle sincèrement, de ne pas être restée silencieuse. Sarah sourit, puis recula alors que David s'approchait. « Je ne pleure pas, » dit-il, essayant de se composer. « C'est juste poussiéreux ici. » Alina rit, l'enlaçant. « C'est bon. Les hommes qui pleurent ne me font pas peur. Ce sont les silencieux dont j'en ai fini. » Cette nuit-là, en plaçant le mortier sur son étagère, Alina ne célébra pas seulement ce qu'elle avait accompli. Elle célébra qui elle était devenue dans le processus. Forte. Complète. Sans vergogne, elle-même. Quelques semaines après la remise des diplômes,
Alina rencontra Sarah pour déjeuner dans un café de jardin tranquille. C'était leur première rencontre intentionnelle, sans tension en suspens. Elles s'assirent sous une canopée de vigne, sirotant de la limonade, l'air chaud, mais indulgent. C'est toujours surréaliste, admit Sarah. Le mariage, les retombées, comment nous nous sommes retrouvés ici. Alina hocha la tête. Parfois, j'oublie que c'est arrivé. Puis je me souviens de la version de moi qui est entrée dans cette salle et je réalise le chemin parcouru. Sarah joua avec sa paille. J'enviais les femmes qui semblaient inébranlables. Je pensais que la force signifiait être intouchable, mais tu m'as appris qu'il est normal de se briser et de reconstruire. Alina la regarda pensivement. Tu ne me devais rien, Sarah, mais tu m'as donné une clôture à laquelle je ne m'attendais pas. Cela demande du courage. Elles s'assirent dans un silence qui ne faisait pas mal. Il réconfortait. À mi-chemin de leur repas, Sarah se pencha. Est-ce que je peux te raconter quelque chose de mesquin? Alina eut un sourire en coin. Absolument, Sarah gloussa. Après que tout se soit effondré, Marcus a essayé de me contacter à nouveau. Il m'a envoyé des excuses en 5 paragraphes et une demande de connexion LinkedIn. Alina éclata de rire. Pas une demande de connexion LinkedIn. Oui, dit Sarah, riant aussi, comme si on allait faire du réseautage sur le chagrin d'amour. Alina essuya des larmes de ses yeux. On devrait imprimer ça et l'encadrer, les excuses professionnelles. Leurs rires attirèrent des regards, mais aucune des deux ne s'en soucia. Cela faisait du bien, léger, réel. Quand le repas se termina, Sarah leva son verre à la reconstruction, au genre de force qui n'a pas besoin de s'annoncer. Alina trinqua son verre contre le sien et aux femmes qui se relèvent après la chute et ne se contentent pas de survivre. Elles s'épanouissent. Elles se serrèrent dans les bras avant de se séparer, et alors qu'Alina marchait vers sa voiture, elle réalisa que la guérison ne venait pas toujours des gens qui vous brisaient. Parfois, elle venait de ceux qui étaient brisés avec vous et qui choisissaient l'honnêteté plutôt que l'orgueil. Elle n'a pas seulement trouvé une clôture ce jour-là. Elle a trouvé une amie qui comprenait sa douleur sans explication. Dans ce genre de lien, c'était inébranlable. L'invitation arriva un mercredi soir tranquille. Alina examinait des dossiers de patients lorsque son téléphone vibra. C'était un message de David. Mes parents organisent une petite réunion ce week-end. Pas de pression, mais j'aimerais beaucoup que tu viennes. Juste un dîner, de la bonne nourriture et quelques taquineries douces de ma mère. Elle fixa l'écran, son cœur battant, non pas d'anxiété, mais du poids de la signification. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était un seuil, qu'elle n'était pas sûre de franchir avant maintenant. Elle l'appela au lieu de répondre. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle. La voix de David était calme. « Seulement si tu le es. Je ne te présente pas comme un trophée ou un substitut. Tu es quelqu'un que je respecte. Et si tu es prête, j'aimerais qu'il rencontre la femme qui a rendu ma vie un peu plus paisible dernièrement. » Alina sourit doucement. « Alors, oui, je viendrai. » Le samedi arriva avec du soleil et une brise qui portait l'odeur de nouveaux commencements. La maison de la famille de David était confortable, modeste mais pleine de chaleur. Sa mère, une enseignante à la retraite avec des mèches argentées dans ses tresses, accueillit Alina à bras ouverts. « Alors tu es la femme qui fait sourire mon fils à des heures étranges, taquina-t-elle. David gloussa, posant la tarte qu'ils avaient apportée. Son père, un homme doux et discret avec un sens de l'humour tranquille, l'accueillit comme une vieille amie. Autour du riz jollof, de la soupe au poivre et de rire sans fin, Alina se retrouva à baisser sa garde. Elle n'avait pas l'impression d'être une invitée sous examen. Elle se sentait vue, respectée. Après le dîner, David la raccompagna dans le jardin derrière la maison. « Tu n'étais pas obligé de dire oui, » murmura-t-il alors qu'il se promenait. « Mais je suis contente que tu l'aies fait. » Alina leva les yeux vers lui, ses yeux stables. « Moi aussi. Je ne suis pas venue ici pour commencer quelque chose pour lequel je ne suis pas prête. Mais je pense que je suis prête à laisser l'amour paraître différent cette fois-ci. Pas de masque, pas de performance, juste ça. » David tendit la main vers la sienne, non pas comme une déclaration, mais comme une question. Elle la prit, entrelaçant ses doigts dans les siens. Le passé ne criait plus derrière elle. Il se tenait simplement tranquillement en arrière-plan, là où il devait être. 2 semaines plus tard, Alina reçut un message inattendu d'une ancienne collègue de l'hôpital. « Et,
Tu te souviens de l'infirmière Ifeoma? Elle se marie le mois prochain. Tu es invité. Et devine où ça a lieu? Au Horizon Crest Banquet Hall. Incroyable, n'est-ce pas? Alina fixa l'écran, son souffle se coupant. Le nom de la salle la frappa comme un murmure d'un passé lointain et hanté. Horizon Crest. L'endroit où ses illusions s'étaient brisées. Elle n'avait pas mis les pieds près de ce lieu depuis cette nuit-là. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait besoin de s'asseoir avec l'invitation, d'écouter ce que son corps et son cœur lui disaient. Ce soir-là, elle en parla à Esther. Tu n'as pas à y aller, dit doucement sa sœur. Tu ne dois cette confrontation à personne. Alina hocha lentement la tête. Mais et si ce n'était pas une question de confrontation? Et si c'était une question de la reconquérir? Le jour du mariage arriva, et Alina s'habilla avec intention. Elle porta une robe midi-moutarde qui flottait autour d'elle comme un rayon de soleil, ses boucles naturelles épinglées sur le côté, et un maquillage minimal qui rayonnait de confiance, pas d'effort. Quand elle entra dans le hall de l'Horizon Crest, l'odeur de fleurs fraîches et de marbre poli la salua à nouveau. Mais cela ne semblait pas suffocant cette fois. Cela ressemblait à une vieille pièce qui n'avait plus d'autorité sur elle. Elle passa devant l'escalier sans ciller, sourit à des visages familiers et rejoignit les invités comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. Pendant la cérémonie, elle resta tranquillement assise, observant l'amour entre la mariée et le marié, et ne ressentit aucune amertume, seulement de la gratitude d'avoir survécu à un amour qui avait essayé de la consumer. Après les vœux, l'un des invités s'approcha d'elle. « Vous êtes celle qui... » Ils commencèrent prudemment. Alina se tourna vers eux avec grâce. « Oui, c'était moi. Mais aujourd'hui, je suis juste quelqu'un qui célèbre l'amour avec un cœur clair. » La personne hocha la tête, momentanément sans voix. Alina se retourna vers la piste de danse et se laissa bercer doucement par la musique. Non pas pour oublier, mais pour affirmer que la guérison n'était pas un mythe. C'était réel. Et elle en était la preuve vivante. Alors que la réception s'animait avec la musique, les lumières et les rires, Alina se retrouva près du balcon qui surplombait le jardin qu'elle avait autrefois parcouru en plein chagrin. Elle regarda les invités prendre des selfies, les enfants faire la course à travers la cour, et les couples danser lentement avec de la joie dans les yeux. Tout semblait si similaire à cette nuit-là, et pourtant, rien ne se sentait pareil. C'est drôle comme les endroits restent les mêmes, murmura-t-elle. Mais la personne qui les traverse peut devenir quelqu'un de complètement différent. Juste à ce moment-là, une femme dans une robe bleue l'approcha. « Vous êtes Alina, n'est-ce pas? Je me souviens de vous de la réunion du Conseil des infirmières l'année dernière. Votre nom est apparu lors de l'examen des bourses. Vous êtes en quelque sorte admirée. » Alina cligna des yeux. Admirée, la femme sourit. « Vous avez reconstruit votre vie avec tant de grâce. Nous l'avons tous vu, même ceux qui n'ont rien dit. » Alina sourit poliment, non pas par vanité, mais par humble reconnaissance de son parcours. Plus tard dans la soirée, alors que le DJ annonçait la première danse du couple, Alina recula vers la frange de la foule, regardant avec un cœur paisible. David apparut à côté d'elle, tenant 2 verres de punch aux fruits. « Tu ne danses pas ?» demanda-t-il, la poussant légèrement. « Pas encore » répondit-elle. « Je laisse juste ce moment atterrir. » Il lui tendit un verre. « Tu as l'air de quelqu'un qui a enfin laissé le passé derrière le rideau. » Alina prit une gorgée et hocha la tête. « Je pense que c'est le cas. » Alors que le couple tournoyait sous les guirlandes lumineuses, David chuchota, « Pour ce que ça vaut, je pense que tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Elle se tourna vers lui, les yeux doux mais clairs. « Pas forte, juste complète. » Il y a une différence. Il sourit, brossant une boucle de sa joue. « La complétude te va bien. » Cette nuit-là, alors qu'ils quittaient le lieu main dans la main, Alina se tourna une dernière fois pour jeter un coup d'œil à la salle. Il n'y avait pas de piqûre, pas de ressentiment, seulement une victoire tranquille. Ce n'était pas seulement une clôture, c'était une rédemption selon ses propres termes. C'est arrivé tranquillement, comme la plupart des fins. Un soir, alors qu'Alina préparait des notes de cours pour un atelier d'infirmerie, son téléphone vibra. Un seul message d'un numéro familier qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « J'ai tout perdu. J'avais juste besoin que tu le saches, Marcus. » Elle fixa l'écran, sans émotion. Il n'y avait pas de colère, pas de tension dans sa poitrine. Juste un détachement presque clinique,
comme si elle lisait la dernière ligne d'un livre auquel elle ne s'identifiait plus. Elle le lut 2 fois, non pas parce qu'elle doutait des mots, mais parce qu'elle s'émerveillait du peu de pouvoir qu'ils avaient maintenant. Elle posa le téléphone et entra dans la cuisine, continuant de couper des fraises dans un bol de yaourt. Le message resta non lu, sans réponse, intact. Une notification parmi tant d'autres, plus un fil à tirer. Plus tard dans la nuit, alors que la ville se calmait à l'extérieur de sa fenêtre, Alina ouvrit son journal et écrivit « La clôture ne frappe pas toujours. » Parfois, elle soupire tranquillement à la fin d'une phrase que tu n'as pas écrite. Elle fit une pause, puis ferma doucement le livre, se levant pour s'étirer. David arriva peu de temps après, portant une tasse de son thé au gingembre préféré. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant le calme sur son visage. Elle hocha la tête. « Marcus m'a contacté, il a dit qu'il avait tout perdu. » David ne réagit pas, il attendit simplement qu'elle continue. « Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas été tenté, ajouta-t-elle doucement. Non pas parce que je le déteste, mais parce que je n'ai plus besoin de rien de lui. Pas même des excuses. » David lui tendit la main. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la paix. Elle lui fit un sourire reconnaissant. C'est étrange. Le silence qui me faisait autrefois mal me protège maintenant. Et cette nuit-là, alors qu'il sirotait du thé sur le canapé, enveloppé dans une compagnie tranquille, Alina réalisa que le passé ne vivait plus en elle. Il était parti tranquillement, sans claquer la porte. Et elle l'avait laissé partir, pour de bon. Le soleil était doux le matin de ses 31 ans. Elle se réveilla tôt, non pas par habitude, mais par anticipation. Il n'y avait pas de grande fête prévue, pas de cadeaux élaborés. Juste ses choses préférées. Des tournesols frais dans un vase en verre, de la musique gospel fredonnant doucement en arrière-plan et l'odeur de pain à la cannelle qui chauffait dans le four. Elle enfila une robe douce et se tint à la fenêtre, regardant la ville s'étirer et se réveiller. Il y a 1 an, elle était entrée sans le savoir dans le moment qui l'avait presque brisée. Mais aujourd'hui, elle se tenait plus droite, plus sage et plus à l'aise avec qui elle était en train de devenir. Elle ne désirait pas un nouvel amour ou une vengeance. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était la présence. Une vie vécue lentement, délibérément, avec une joie enracinée dans la vérité. David arriva avec une petite enveloppe brune. « Joyeux anniversaire, Madame Okafor, dit-il, s'inclinant dramatiquement. Elle rit, le frappant gentiment. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite. Pas de fleurs, pas de bijoux, juste des mots. Tu m'as appris que l'amour ne commence pas par la romance. Il commence par le respect. Tu m'as montré que la guérison est sacrée et qu'une femme qui traverse le feu n'en ressort pas la même. Elle en ressort dorée. Je suis honoré de marcher à tes côtés. Pas d'attente, juste la vérité. » Des larmes montèrent dans les yeux d'Alina, mais elles ne tombèrent pas. Elle le serra fort dans ses bras. « Merci, de ne jamais m'avoir demandé de me produire. » Il lui embrassa le front. « Merci de t'être choisi toi-même en premier. C'est la femme dont je suis tombé amoureux. » Plus tard dans l'après-midi, elle se tint devant le miroir. Non pas pour s'inspecter, ni pour s'ajuster, juste pour voir. Et ce qu'elle vit n'était pas seulement de la beauté, c'était de la clarté. Elle avait abandonné celle qu'elle pensait devoir être pour l'amour. Maintenant, elle était simplement Alina, non filtrée, sans vergogne, inébranlable, et cette femme, c'était l'histoire, pas le chagrin, pas la trahison, pas même la guérison. Elle était la voix qui refusait d'être réduite au silence, la douceur qui ne s'effondrait pas, la flamme qui ne s'éteignait pas. Elle sourit, sortit dans la journée et se chuchota, « Devenir moi a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. » Voici le verset de la Bible, Psaume 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Explication. Ce verset reflète la transformation d'Alina de la dévastation à la dignité. Il nous rappelle que bien que la trahison puisse nous briser, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, restaurant non seulement ce qui a été perdu, mais renouvelant entièrement la personne. L'histoire d'Alina reflète le travail divin et tranquille de la guérison, non pas par des miracles dramatiques, mais par une force constante, une clarté intérieure et des pas courageux vers l'estime de soi. Morale de l'histoire.